Bien le bonjour, c'est Elliot et dans cette vidéo on va parler de comment écrire un scénario de A à Z. À la fin de cette vidéo, tu connaîtras tout le process utilisé par les plus grands scénaristes et tu pourras l'appliquer sur tes propres films. Allez, c'est parti. Pour moi, donc, il y a... Attends, je le cadre mieux. Ok. Alors si tu veux, pour moi, il y a 11 étapes importantes qu'il faut réaliser dans cet ordre précis. Avant de continuer cette vidéo, je te laisse avoir sous la main l'idée que tu as écrite, l'idée que tu as écrite dans la vidéo précédente et que tu as développée aussi dans la vidéo précédente. À partir de cette idée, je te conseille de commencer par choisir, la première chose que tu dois faire, c'est trouver l'arc le plus adapté à ton idée, à ton histoire. Si tu veux, chaque trame, chaque sous-trame et chaque personnage a son propre arc transformationnel. Et comme tu peux le voir, il en existe 5. J'espère que tu aimes bien mes petites illustrations. Donc on a tout d'abord l'arc positif. Si tu veux, l'arc positif, c'est le plus classique. Je ne vais pas tout te détailler là, mais pour te donner un exemple, si tu veux, avec Harry Potter, au début, si tu veux, il y a Harry qui croit en un mensonge, qui est que la magie, ça n'existe pas, puis il rencontre une vérité libératrice, la magie, puis il embrasse le monde magique des sorciers, et grâce à ça, change et il reste sorcier. Voilà, en gros, ça c'est l'arc positif. Donc ensuite, on a l'arc plat, ça c'est l'arc le plus arrogant et le plus compliqué, mais avec des structures différentes et contemporaines, genre les non-linéaires, parce que ça c'est plus adapté, on va dire, aux structures linéaires, mais bon, on n'est pas obligé non plus. Mais donc je disais, c'est avec des structures non linéaires, ça peut très bien fonctionner. L'idée de l'arc plat, c'est que le personnage, si tu veux, il croit en une vérité initiale, ok. Il s'affronte aux autres avec cette vérité et il change le monde grâce à sa vérité initiale, un peu comme un messie. Ok. Ensuite, on a l'arc désillusion. C'est un peu comme, donc en fait, on a un arc positif, un arc neutre et 3 arcs négatifs. Donc l'arc des illusions, c'est le premier arc négatif. Si tu veux, c'est un peu comme l'arc positif, niveau structure, mais en négatif. C'est mon préféré. Ensuite, on a l'arc de chute, qui est l'arc du protagoniste du film Sweet 16 de Ken Loach, que j'ai mis il n'y a pas longtemps dans mon iCiné Club. Puis, on a l'arc négatif de corruption, celui d'Anakin Skywalker de Star Wars. C'est un enfant bon qui finalement rencontre les forces du mal et devient le mal. Voilà. Si t'as pas encore très bien compris ce que c'était que les arcs, sache que dans une histoire, l'externe c'est les arcs et l'interne c'est les structures. Ok. Et c'est à ne pas confondre. Maintenant, grâce à ces 5 arcs transformationnels, tu peux facilement faire évoluer tes trames et tes personnages. Bien sûr, dans ma formation, le scénario magique, tout est bien plus détaillé. Mais l'idée, si tu veux, c'est que tu attribues à chacun de tes personnages un de ces arcs transformationnels. Ok. Selon l'idée que tu as définie tout à l'heure, j'aimerais que tu fasses pause maintenant sur la vidéo et que tu définisses quel arc transformationnel est le plus adapté pour ta trame principale de ton histoire, de ton scénario. Est-ce que c'est plutôt un arc positif, un arc plat, un arc des illusions, un arc de chute ou un arc de corruption? Quand tu l'auras défini, tu pourras réappuyer sur play pour découvrir la deuxième étape. Ok, c'est tout bon? Alors, la deuxième étape, c'est de trouver justement la structure la plus adaptée à ton idée. Alors, pareil, il y a 5 structures principales, avec mes petites illustrations. Tout d'abord, on a la structure... Attends, je vais bien zoomer dessus, parce que je t'ai fait une sorte de petit schéma. Ok. Donc on a la structure linéaire, c'est la structure la plus courante, la plus classique et la plus basique. L'idée, si tu veux, c'est qu'un héros, au début, il a un objectif, il va rencontrer des obstacles, jusqu'à atteindre son objectif. Et tout ça se fait en 3 actes. C'est une structure souvent, si tu veux, débattue par les analystes et les écrivains, et par moi-même. N'empêche que la structure en 3 actes n'en est pas moins un socle solide pour commencer à écrire, organiser ses idées dans chacun des actes.
On a le premier acte qui s'appelle protasis, le deuxième acte qui est l'épistasis, et l'acte 3 qui est le catastrophe. Note que ça s'appelle catastrophe, mais que ça ne veut pas du tout forcément dire que ça finit mal. C'est juste le nom qui vient de la dramaturgie grecque. L'idée, c'est qu'à chaque acte, si tu veux, il y a une tension de plus en plus grande qui monte. Et qui descend, hein, qui monte et qui descend. Note que le voyage du héros et de l'héroïne sont très clairement des structures linéaires. Je vais te les détailler rapidement. Alors, on a tout d'abord le monde ordinaire. Donc là, je t'ai mis un exemple de Star Wars. Je ne vais pas tout détailler parce que c'est pas le but. Le but, c'est d'aller assez vite. Juste de te montrer un peu les différentes possibilités qu'il y a. L'appel de l'aventure, le refus de l'appel, la rencontre avec le mentor, le passage du seuil de l'aventure, le chemin des épreuves. C'est là où il rencontre des alliés ennemis. Et où il se fait des ennemis. Ensuite, il y a l'approche de la caverne, l'épreuve suprême, la récompense, le chemin du retour, la résurrection et le retour avec l'objet de la quête. Hein, là, on voit comment ils sont organisés à l'intérieur des 3 actes. Ensuite, on a le voyage de l'héroïne qui est moins connu, mais en gros, il est plus actuel aussi, parce que le personnage a 2 objectifs. Enfin bref, je vais pas te faire un cours là-dessus. En gros, il y a d'abord la séparation avec le féminin, l'identification avec le masculin, ensuite le chemin des épreuves, trouver l'illusion du succès. Donc si tu veux, ça commence un peu comme le voyage du héros, sauf que là, elle a l'illusion du succès, et là, elle va partir en grosse dépression. Elle va dire que non. Ensuite, il y a le début de la descente vers la déesse, le besoin de se reconnecter avec le féminin, soigner la rupture avec la mère, soigner la cicatrice masculine, et finalement l'intégration du masculin et du féminin. Donc voilà, sache que le voyage de l'héroïne et le voyage du héros n'a rien à voir avec si c'est un homme ou une femme, les deux peuvent servir, c'est juste 2 structures différentes. Donc voilà, je vais pas détailler tous les étapes de comment il marche et machin, parce que c'est assez complexe, mais tu auras compris le principe de base. Ensuite, on a donc la structure serpentueuse, qui est déjà moins classique que la linéaire, et moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est très simple à comprendre. C'est une structure où le héros n'a pas d'objectif fixe, ok ? C'est intéressant parce que dans la vie, on n'a pas juste un objectif de base qu'on essaie d'atteindre toute sa vie en bravant de nombreux obstacles. Non, généralement, on a plein d'objectifs différents tout au long de sa vie. Du coup, cette structure essaye de se rapprocher de l'expérience humaine. Elle est donc très adaptée au documentaire. Et, je te le dis comme ça, bon entendeur, mais en court-métrage, ça marche très très bien. Passons maintenant à la 3e structure, la structure en spirale. Le plus important dans cette structure, c'est le centre de la spirale. Le centre, c'est l'élément principal, le centre d'investigation, le début. T'auras compris que si je te détaille tout à chaque fois, on est encore là demain, donc en gros voilà, tu connais maintenant le principe général. Puis on a la structure explosive, une structure majoritairement descriptive, où l'idée c'est que tu prends un tout, donc ça, le centre, et tu vas le diviser en plusieurs sous-parties qui n'ont pas de relation les unes avec les autres. Ça marche super bien aussi en court-métrage parce que c'est super original, bref. Et finalement, on a la structure digressive. C'est la structure la moins répandue. Mais l'idée, c'est que ça commence avec une structure linéaire, okay, comme celle qu'on a vue au début. Puis ça va partir dans tous les sens, en ajoutant des choses qui ne servent à rien dans l'histoire et qui donnent des informations extra inutiles. Un peu comme le court-métrage L'île aux fleurs, enfin pas un peu, genre complètement un peu comme le court-métrage L'île aux fleurs, que tu peux trouver facilement sur YouTube. Et là où c'est intéressant, cette structure, moi je l'adore aussi, c'est qu'on est la première génération qui pense comme ça. Si tu veux, avec Internet, on peut ouvrir un onglet, puis on va sur un autre qui n'a rien à voir, puis on traduit quelque chose, lorsque tout à coup on reçoit un message qui nous amène, j'en sais rien moi, vers le e-ciné club, où on trouve une vidéo géniale avec une formation qui s'appelle Le Plan, etc. Puis après on peut recevoir, juste après, on peut tomber sur une vidéo de chat complètement inutile, bref. Tu vois un peu le principe de la structure dégressive. Donc voilà, tu connais les différentes structures de scénario dans les grandes lignes, bien sûr. Voilà. Du coup, tu les connais de la plus classique à la plus avant-gardiste. Du coup, selon ton idée de base, il y a forcément une structure, si tu veux, qui est plus adaptée qu'une autre pour développer ton idée dans ton scénario.
Est-ce que c'est plutôt une structure linéaire, une structure serpentueuse, une structure en spirale, une structure explosive, ou bien encore une structure digressive? Appuie sur pause maintenant, réponds à cette question, et quand ce sera fait, tu pourras réappuyer sur play pour la troisième étape, pour écrire un scénario. Ok. Alors, la troisième étape, c'est de créer des personnages uniques, complexes et humains grâce aux archétypes. Les quoi? Les archétypes appartiennent, si tu veux, à l'inconscient collectif. Attends, je vais te le mettre en grand. Les archétypes, en deux mots, ils appartiennent à l'inconscient collectif, à l'âme de l'humanité. Ils sont donc intemporels, universels et éternels. Plus précisément, un archétype, c'est un modèle de personnage ou de personnalité récurrent. Et là où c'est génial, c'est lorsque tu les assignes à un de tes personnages. En effet, si tu penses à un personnage sans lui fournir de la matière, tu vas créer un personnage sans relief, fade. Et le but, c'est d'éviter le stéréotype et la caricature. Il y a de nombreuses classifications d'archétypes, et dans la plupart des formations, on va te parler seulement des archétypes de Joseph Campbell, dont je t'ai fait la liste ici. Donc on a le héros, l'ombre, le messager, le mentor, le gardien du seuil, le gardien de la caverne, les alliés, le personnage protéiforme, aussi appelé le métamorphe, et le trickster, le filou, qui amène un petit peu d'humour. Ok. Donc pareil, je vais pas tout te détailler, mais ce qui est génial, c'est que dans mes formations de scénario magique, tu vas aussi apprendre les archétypes de Victoria Lynn Schmidt, qui en fait, ils explorent les archétypes les plus courants. Attends, je vais tout expliquer, je monte juste là-haut. Ces archétypes de héros et de vilains, si tu veux, ils ont des noms de dieux grecs, et Victoria Lynn Schmidt les a séparés à chaque fois en un archétype positif et en un archétype négatif. Enfin, si tu veux, c'est le même avec un versant positif et un versant négatif. Donc je te les montre vite. Donc on a Aphrodite, en positif on a la muse séduisante et la femme fatale. On a Apollon, on a Apollon, en positif l'homme d'affaires, en négatif le traître. Pareil, en fait, si tu veux, chacun des caractéristiques, mais je vais pas toutes les développer parce que ça prendra des heures. Ensuite, on a Arès, le protecteur, et en négatif, le gladiateur. On a Artémis, qui est l'Amazone, c'est l'archétype féministe, et en négatif, la Gorgone. Ensuite, on a Athéna, qui est la fille du père, et en négatif, la poignardeuse. On a Déméter, qui est la mère nourricière et la mère contrôlante, donc tu verras qu'on a deux archétypes de mère. On a Dionysos, bien sûr, qui est l'homme à femme, et en négatif, le séducteur. Genre Mon Roi, je sais pas si tu as vu mon film Mon Roi avec Vincent Cassel. Donc c'est le rôle de Vincent Cassel. Ensuite on a Hadès, le reclus, ou le sorcier. Ensuite on a Héra, donc c'est l'autre mère, qui est la matriarche, et en négatif, la méprisée. On a Hermès, qui est le fou, et en négatif, l'épave. On a bien sûr Hestia, en positif c'est la mystique, et en négatif c'est la traîtresse. On a Isis, qui sont des personnages assez dingues. C'est le messie féminin, et en négatif c'est la destructrice. Et on a son versant masculin, Osiris, c'est le messie masculin, et le punisseur en négatif. Bien sûr, dans ma formation, je te donne plein d'exemples et je t'explique tout, machin. Donc je continue, on a Perséphone, c'est la jeune fille, ou l'adolescente problématique, qui est si souvent utilisée que tu n'es pas du tout d'ailleurs obligé d'assimiler cet archétype à une adolescente. Ça peut être marrant de le mettre à un chef ou autre. Ensuite on a Poséidon, en positif qui est l'artiste, et en négatif qui est l'abuseur. On a Zeus, finalement, qui est le roi et le dictateur. Okay. Tu vois, il y en a vraiment plein. Et en plus, tu découvriras... Wow, il y en a beaucoup. Donc en fait, tu découvriras aussi les trois sources d'archétypes et de personnages secondaires, qui sont les amis, les rivaux et les symboles. Ces personnages secondaires, si tu veux, c'est une excellente source à utiliser pour développer des conflits dans une histoire. À leur manière, chacun des personnages secondaires peut créer des obstacles à surmonter pour le héros. Alors, on a le mage dans les amis, on en a 4, on a le mage, le mentor, donc ça peut être un mentor positif ou un mentor négatif. On a le meilleur ami et on a l'amant. Ensuite, dans les rivaux, on a
le joker, le bouffon, le némésis, l'enquêteur, le pessimiste et le devin qui peut être aussi positif ou négatif. Et dans les symboles, on a l'ombre, l'âme perdue et le double. Ok, ben dis donc, ça fait beaucoup d'archétypes. Évidemment, je ne peux pas rentrer en détail là, tu l'auras compris. En fait, si tu veux, dans la pratique, il faut te demander quel serait le meilleur archétype pour chacun de tes personnages, celui qui va amener le plus de conflits. Ensuite, il te suffit de prendre les caractéristiques d'un archétype en particulier et les ajouter à tes personnages pour les enrichir énormément. Donc tu comprendras que je peux pas te détailler là toutes les caractéristiques de tous les archétypes parce que cette vidéo va déjà être assez longue comme ça, je sens. Mais en gros, plus les personnages sont importants dans ton histoire, plus ils doivent être complexes et plus tu peux mélanger les archétypes. Mais au-delà de 3, ça devient un peu trop. Après, tu fais comme tu veux. Allez, on va accélérer un peu le rythme. Alors, la 4e étape pour écrire un scénario, c'est d'écrire ta tagline. Tu vas devoir écrire ton histoire, mais en seulement une phrase. Et il faut qu'elle soit impactante, il faut qu'elle donne envie au public, qu'elle soit attractive. Parce que si ton histoire ne peut pas se résumer en une phrase simple, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça va être très difficile pour les spectateurs de se souvenir de ton scénario. Dit autrement, si tu veux, c'est le slogan unique, court et intelligent qu'on pourra retrouver sur l'affiche de ton film. Genre la tagline d'Alien, c'est, laisse-moi me souvenir, « In space, no one can hear you scream ». Dans l'espace, personne ne peut t'entendre crier, ou quelque chose comme ça. En gros, pour faire une tagline mémorable, il y a toute une méthodologie qui a fait ses preuves, mais encore une fois, le but de cette mini-formation, c'est pas de tout expliquer en détail, sinon juste que tu comprennes mes secrets de base pour réaliser un film de A à Z, et les étapes qu'il faut faire, on pourra les approfondir dans une formation. Ensuite, la 5e étape, c'est écrire ta logline. Si tu veux, c'est un peu comme la tagline, sauf que c'est pour les spectateurs. La tagline, c'est pour les spectateurs, et sauf que là, c'est pas pour les spectateurs, c'est pour les producteurs. C'est un peu une phrase, c'est ton histoire en une phrase pour séduire les producteurs. Ensuite, tu vas devoir écrire un synopsis. Tu le sais peut-être, mais un synopsis, c'est un paragraphe qui résume dans les grandes lignes l'intrigue de ton film de A à Z. Ça va te servir de guide tout au long de l'écriture, c'est donc très important de l'écrire. Il faut pouvoir faire ressentir la structure, le ton, les grands traits de caractère des personnages, les espaces principaux, l'atmosphère, les thèmes qu'il aborde et les questions qu'il soulève. C'est assez complexe pour en faire un bon, mais dans ma formation de scénario magique, je détaille une formule magique pour écrire un bon synopsis qu'un vieux sage m'avait donné lors d'une quête antérieure. Bref, ensuite tu dois écrire ce qu'on appelle ton traitement. Si tu veux, c'est un document indispensable. Et l'idée, c'est que c'est un long synopsis qui doit occuper à peu près entre 15 et 20 pages, alors que ton scénario fera environ 90 pages ou plus, 90 pages pour les Français. La grande différence avec le synopsis, c'est que le traitement va couvrir aussi les intrigues secondaires, tous les personnages, l'ambiance et le style, l'univers, les décors, ainsi que l'histoire dans son entièreté. Ensuite, tu vas devoir écrire ton fameux séquencier. Encore une fois, c'est assez complexe pour le faire bien, mais en gros, c'est un document qui rassemble toutes les séquences de ton scénario avec un résumé pour chacune d'entre elles. Tu fais une liste de séquences, tu mets leur titre et tu leur fais un petit résumé. En gros. Ensuite, tu vas devoir écrire et réécrire ta continuité dialoguée, qui est un autre terme, la continuité dialoguée, pour dire scénario. Alors bien sûr, il y a des tas de codes, des normes, des règles. Tu peux écrire un scénario dans les règles de l'art et dans le format standard de l'industrie qu'il faut vraiment respecter à la lettre si tu veux pas qu'un producteur jette ton scénario avant même d'avoir lu la première page. Mais en gros, dis-toi qu'il faut écrire seulement ce qu'on peut voir et ce qu'on peut entendre. Donc, c'est très résumé, mais c'est bien vrai. Pour écrire ton scénario, je te recommande vraiment pas d'utiliser Word, OpenOffice ou Page, parce que c'est la meilleure solution à mon avis pour te griller tout seul. Les marges, elles sont pas bien respectées, la mise en page sera imparfaite et ça peut te prendre beaucoup de temps pour rien. Voilà pourquoi je vais te donner un outil complètement gratuit pour écrire ton scénario dans les règles de l'art. En fait, c'est génial parce que il est extrêmement simple d'utilisation, il est utilisé par tous les scénaristes professionnels et la mise en page se fait en un clic. Vraiment. En fait, ce qui est magique, c'est qu'il calibre tout ton texte de manière parfaitement standardisée.
Sans plus de suspense, tu l'auras compris, il s'agit du célèbre logiciel Celtx. Je te laisse le télécharger, je t'ai mis là les liens que tu trouveras dans la mind map sur Mac, sur Windows, et je t'ai même mis un exemple de scénario qui respecte le format standard professionnel que tu pourras ouvrir et analyser, qui se base sur mon idée de base dont je t'ai parlé dans la vidéo précédente. Donc quand tu l'auras téléchargé, ce sera à toi de jouer. Tu pourras ouvrir Celtx, reprendre ton traitement et ton séquencier, et ajouter simplement des détails, des descriptions, des actions et des dialogues. C'est seulement dans le scénario qu'on met les dialogues. Ensuite, tu devras bien sûr appliquer les règles, les codes et les normes que tu as appris dans ma formation, par exemple, ou ailleurs, pour écrire un scénario dans les règles de l'art. Je te conseille d'écrire d'abord un premier jet de ton scénario, qui sera ce qu'on appelle la version 0. Ensuite, tu dois le relire, le montrer à plein de gens, tout améliorer, et comme par magie, tu auras créé ta première version officielle de ton scénario magique. Ensuite, bien sûr, une fois que tout est fait, que tu as travaillé dur sur ton scénario, que tu as fait imprimer et relier tes exemplaires, que tu as ciblé des boîtes de production qui pourraient te produire, et que tu as évidemment fait corriger l'orthographe de ton scénario plusieurs fois, tu pourrais te demander si ton scénario est suffisamment protégé. Si quelqu'un pourrait te voler ton histoire, tes personnages et toutes tes bonnes idées. Et bien la réponse, c'est que si tu veux pas que cela arrive, c'est impératif de protéger ton scénario légalement. C'est tout un sujet, mais en gros l'idée c'est de déposer ton scénario à un organisme qui propose des formules de dépôt des œuvres. Une fois qu'il sera protégé, cet organisme attribuera un numéro à la démarche que tu pourras mettre sur la page de garde de ton scénario. Et là, je t'ai mis sur la mind map les sites des différents organismes, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse ou même au Canada. Et oui, cette formation est quand même assez complète, mine de rien. Finalement, tu vas devoir construire ton dossier pour vendre ton scénario. Il s'agit là d'un dossier que tu vas créer en tant que scénariste pour vendre ton scénario à un producteur. Dans ce dossier, tu vas devoir réunir tous ces documents. Le pitch, la note d'intention, le synopsis si c'est un court-métrage, le traitement si c'est un long-métrage ou une série, et ton CV. Si tu veux, il existe toute une structure pour écrire un bon pitch et une bonne note d'intention qui respecte le format attendu par les producteurs, qui est très spécifique. Et il existe aussi tout un système pour mettre toutes les chances de ton côté pour vendre ton scénario à un producteur, ou même à Netflix, HBO, ou d'autres plateformes en ligne. Et aussi des méthodes, bien sûr, pour négocier et signer avec eux un beau contrat de vente. Mais ça me prendrait des heures si je devais tout te raconter, toutes les stratégies. Et je trouve que je t'ai déjà dit énormément de choses dans cette vidéo. Donc, je vais terminer en te laissant un petit bonus assez cool. Si tu veux, il existe un ou même 2 annuaires magiques des plus grands producteurs où quasiment tous les professionnels travaillant dans l'industrie du cinéma à l'international sont recensés. Et cet annuaire se trouve sur le site de Unifrance, où tu y trouveras en plus tous les plus grands producteurs de courts-métrages et de longs-métrages. Ensuite, tu pourras te connecter gratuitement à leur site et tu auras accès à toutes leurs coordonnées publiques, leurs mails, leurs téléphones, leurs adresses et même leurs productions. Grâce aux productions, tu pourras affiner tes recherches, par exemple sur leur ligne éditoriale, pour voir si ton film pourrait les intéresser, ton scénario. Je sais, c'est fou et cette formation est tellement magique que je vais donner une autre source de contact complètement dingue. C'est le SPI, le syndicat des producteurs indépendants, où tu trouveras une liste de plus de 500 producteurs de tout type. Donc pour résumer, il faut commencer par trouver l'arc le plus adapté à ton idée. Ensuite, tu vas trouver la structure, elle aussi la plus adaptée. Il y en a toujours une qui sera mieux pour ton thème et pour traiter ton idée. Ensuite, tu vas utiliser les archétypes pour créer des personnages uniques, complexes et humains. Puis tu vas écrire ta tagline, ta logline, ton synopsis, ton traitement, ton séquencier, ta continuité dialoguée avec Celtx. N'oublie pas ensuite, une fois que c'est fait, de protéger ton scénario légalement grâce aux différents organismes que je t'ai cités, je te laisse fouiller. Puis tu pourras construire ton dossier pour vendre ton scénario en incluant ces différents éléments. Et bien sûr, tu as toutes les infos et toutes les coordonnées des producteurs pour leur envoyer ton scénario. Bravo, tu connais maintenant toutes les étapes pour écrire un scénario dans les règles de l'art. Du coup, on se retrouve tout de suite dans la 3e vidéo de cette formation
où je vais tout expliquer en détail comment marche la pré-production. Hein, c'est l'étape cruciale d'une production réussie. À tout de suite.